la plupart des gens ont peur de rentrer dans une maison vide. Je suis rentré tôt ce jour-là et je prie Dieu pour qu'elle l'ait été. Bienvenue sur La vraie vengeance d'un père. Prenez vos snacks, installez-vous confortablement, et rappelez-vous que les personnes dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer être ici. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le mariage. Après 23 ans à partager un lit, un compte bancaire et une salle de bain avec quelqu'un. Et croyez-moi, la partie salle de bain est le véritable test de l'amour. Vous développez un sixième sens à son sujet. Vous savez quand quelque chose cloche. Vous le sentez avant de le voir. Comme une odeur dans l'air qui n'a pas sa place. Ce mardi-là, je l'ai senti au moment même où j'ai tourné dans notre rue. Je n'étais pas censé être à la maison. Ma conférence à Strasbourg s'était terminée avec une journée entière d'avance. Le conférencier principal a eu une urgence personnelle. Personnellement, je pense qu'il a juste regardé le public et a perdu l'envie de vivre. Quoi qu'il en soit, j'ai pris le premier train du retour. Je n'ai passé aucun appel, envoyé aucun SMS. Je me suis dit que j'allais faire la surprise à Catherine. Peut-être prendre son plat thaïlandais préféré en chemin. Peut-être enfin m'asseoir en face de ma femme au dîner, pour une fois sans un ordinateur portable entre nous. Je me sentais bien. J'aurais dû m'en douter. La première chose que j'ai remarquée, c'est la voiture de Pierre dans l'allée. Pierre est mon fils. Il a 26 ans et est marié à Léa depuis 2 ans. Ils ont leur propre appartement de l'autre côté de la ville, un très bel appartement, dois-je ajouter, que j'ai aidé à meubler. Alors, voir sa voiture chez moi un mardi après-midi n'était pas seulement inhabituel. C'était étrange. Pierre ne fait pas de visite à l'improviste. Pierre fait à peine des visites programmées. Je suis resté dans ma voiture une seconde et j'ai dit à voix haute, à personne en particulier, « Laurent, pourquoi la voiture de ton fils est-elle dans ton allée un mardi ?» Je n'avais pas de réponse. Alors, j'ai pris ma valise cabine et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas le genre paisible, pas le genre où tout le monde se détend. Le silence lourd, pesant, anormal. Le genre qui a un poids. J'ai poussé la porte et je suis entré. Pierre et Léa étaient assis ensemble sur le canapé du salon. Et voici la partie qui me donne encore des frissons quand j'y pense. Ils ne regardaient pas la télé. Ils n'étaient pas sur leur téléphone. Ils étaient juste assis là, comme 2 personnes dans une salle d'attente qui avaient déjà accepté la nouvelle, quelle qu'elle soit. Pierre a levé les yeux en premier. Et je veux que vous prêtiez une attention très particulière à ce que je vais vous dire, car c'est le détail qui a tout changé pour moi. Il n'était pas surpris de me voir. Pensez-y. Votre père, qui est censé être à Strasbourg, franchit la porte d'entrée avec un jour d'avance et vous ne bronchez même pas. Pas d'yeux écarquillés. Pas de « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?» Rien. Juste un lent clignement d'yeux et un regard que je ne peux décrire que comme calculateur. Léa a souri, et je vous dis que ce sourire n'avait rien à faire sur le visage de qui que ce soit cet après-midi-là. J'ai dit, « Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Où est ta mère ?» Il s'est raclé la gorge et a dit, « Papa, salut, on allait justement t'appeler. » Vraiment, ai-je dit d'un ton plat. Pas une question. Maman a fait un malaise ce matin, a-t-il dit. Elle est à l'hôpital Saint-Joseph, mais elle est stable. Donc. Je n'ai rien entendu après l'hôpital Saint-Joseph. J'étais de retour dans ma voiture en 11 secondes. Je le sais parce que j'ai compté. L'état de choc vous fait ça. Il oblige votre cerveau à s'accrocher aux détails les plus inutiles pendant que les plus importants essaient de vous achever. J'ai appelé Chris en route. Christophe Dubois est mon meilleur ami depuis 1987. Cet homme m'a soutenu lors d'une fausse alerte de divorce, de 2 récessions, et de la catastrophe absolue que fut ma tentative de me laisser pousser la barbe en 2009. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui me dira la vérité sans l'enrober de papier bulle d'abord, c'est Chris. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Laurent, qu'est-ce qui se passe, mon frère ?» Catherine est à l'hôpital, ai-je dit. Saint-Joseph. Je viens de rentrer à la maison et Pierre et Léa étaient assis dans mon salon comme 2 personnes qui connaissaient déjà la fin d'un film. Silence de mort à l'autre bout. Comment ça, comme s'ils savaient déjà ?
Chris, mon fils n'a même pas réagi quand j'ai franchi la porte. J'étais censé être à Strasbourg. Autre pause. Puis, très doucement, il a dit, Laurent, j'ai besoin que tu restes calme. Je suis calme, ai-je répondu. Non, dit-il. Tu conduis. Ce n'est pas la même chose. Il n'avait pas tort. L'hôpital Saint-Joseph était à 15 minutes de chez moi. Je l'ai fait en 9. Je n'accepterai aucune question à ce sujet. Le docteur Béatrice Nataf m'a accueilli au poste de soins. C'était une femme posée, la cinquantaine, le genre de médecin qui annonce les mauvaises nouvelles avec un regard fixe et une voix qui ne tremble pas. J'ai apprécié cela. J'avais besoin de stabilité à ce moment-là. Elle a dit, Monsieur Murat, je suis heureuse que vous soyez là. Votre femme a été amenée ce matin par votre fils. Elle présentait une grave désorientation, un stress organique et des marqueurs de toxicité élevés dans ses analyses de sang. J'ai répété, des marqueurs de toxicité? Elle a répondu, oui, nous faisons un bilan complet, mais je veux être direct avec vous. Le schéma que nous observons ne correspond pas à une maladie soudaine. Cela suggère quelque chose qui s'est accumulé. Accumulé. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing fermé. J'ai agrippé le bord du comptoir des infirmières et j'ai dit très prudemment, Docteur Nataf, êtes-vous en train de me dire qu'on fait subir quelque chose à ma femme? Elle a soutenu mon regard et a dit, je vous dis que nous avons besoin de plus de réponses, et je pense que vous aussi. Je suis entré pour voir Catherine. Et écoutez, j'ai vu ma femme dans tous les états imaginables. Je l'ai vue rire aux larmes. Je l'ai vue assez furieuse pour me faire sincèrement reconsidérer mes choix de vie. Je l'ai vue épuisée, radieuse, le cœur brisé, et tout le reste. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu dans cette chambre. Elle semblait vidée de l'intérieur, comme si quelqu'un avait tourné une molette en elle et avait lentement, silencieusement, drainé tout ce qui faisait d'elle Catherine. Les machines bipaient, la perfusion coulait, et ma femme, la femme qui avait un jour chassé un entrepreneur de notre cuisine avec une cuillère en bois pour un carrelage mal posé, était allongée là, paraissant incroyablement petite. Je me suis assis à côté d'elle, j'ai pris sa main, et je lui ai fait une promesse. Je ne fais pas de promesses à la légère. Demandez à quiconque me connaît. Je lui ai dit, je suis là, et je ne partirai pas tant que je ne saurai pas exactement ce qui t'est arrivé. Je suis retourné dans la salle d'attente. Pierre et Léa étaient arrivés. Bien sûr qu'ils étaient là. Pierre s'est levé et a dit, Papa, on devrait parler. Il y a beaucoup de choses que tu ne. J'ai levé une main, juste une. Et quelque chose dans mon visage a dû communiquer exactement où nous en étions, car il s'est arrêté au milieu de sa phrase. J'ai dit, pas encore. Puis j'ai marché jusqu'au coin de cette salle d'attente, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à faire la seule chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. J'ai commencé à bloquer tous les comptes auxquels ils avaient accès. Absolument tous. Et quand les notifications ont commencé à arriver sur leur téléphone, parce que je savais qu'elle le ferait, j'ai d'abord regardé le visage de Léa. Ce sourire qu'elle affichait tout l'après-midi, il s'est évaporé, juste comme ça. Maintenant, nous avions une conversation. Et c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que, quoi qu'il arrive à ma femme, je venais de donner un coup de pied dans un nid de frelons. La question était, combien de frelons y avait-il à l'intérieur? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Sincèrement, merci. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le déni. Le déni est confortable. Le déni est chaleureux. Le déni vous servira une tasse de café, s'assiera en face de vous et vous dira que tout va bien, que vous réagissez de manière excessive, que vous êtes paranoïaque, que les personnes que vous aimez sont incapables de faire les choses que vos tripes vous hurlent. J'avais vécu dans le déni pendant probablement plus longtemps que je ne veux l'admettre. Mais assis sur le parking de cet hôpital à 21h43 avec ma femme reliée à des machines 10 mètres au-dessus de moi et les yeux de mon fils gravés dans ma mémoire, j'ai expulsé le déni de façon permanente. J'ai changé les serrures et tout le reste, et j'ai appelé Chris. Il a décroché avant même la fin de la première sonnerie. « Parle-moi » a-t-il dit. « Elle a l'air terrible, Chris » ai-je répondu. Et ma voix a fait quelque chose d'embarrassant sur ce dernier mot, sur lequel je ne m'étendrai pas. Le médecin a utilisé le mot toxicité, a dit que ça s'est accumulé,
pas un truc soudain, quelque chose de graduel. Je l'ai entendu expirer lentement. Alors Laurent, graduel signifie délibéré. Je sais ce que ça veut dire, ai-je répondu. Et Pierre et Léa étaient dans la maison. Ils sont dans la salle d'attente en ce moment même. Silence. Puis Chris a dit quelque chose que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Il a dit, mon frère, tu dois réfléchir très attentivement à qui a eu accès à la nourriture de Catherine, à ses boissons, à ses médicaments. Chaque jour au cours des derniers mois, tu dois penser à qui était dans les parages. Et c'est là que ça m'a frappé. Il y a 4 mois, Catherine s'était foulée la cheville en descendant les escaliers. Rien de grave, une mauvaise entorse. Mais Pierre était intervenu presque immédiatement pour suggérer que Léa, qui travaillait à temps partiel et avait des horaires flexibles, passe à la maison tous les matins pour aider Catherine avec son petit déjeuner et ses médicaments pendant que j'étais au travail. À l'époque, j'avais trouvé ça généreux. J'avais même dit à Chris, peut-être que j'ai mal jugé ce garçon. J'avais envie de remonter le temps et de me gifler. Je suis retourné à l'intérieur. Pierre se tenait près du distributeur automatique, les bras croisés, arborant une expression que je ne peux décrire que comme celle d'un homme essayant très fort de paraître innocent et échouant à un niveau universitaire. Léa était assise, son téléphone posé face vers le bas sur ses genoux. Maintenant, et il faut que vous compreniez l'importance de ce détail. Léa n'est jamais sans son téléphone. Cette femme est physiquement attachée à cet appareil. Je l'ai un jour regardé le faire défiler pendant le repas de Noël. Alors, un téléphone face vers le bas signifiait qu'elle attendait un appel qu'elle ne voulait pas que je voie, ou qu'elle en avait déjà reçu un. Je me suis assis directement en face d'eux. Pierre a dit, « Papa, je sais à quoi ça ressemble. » J'ai répondu, « Ah bon, Pierre ? Explique-moi exactement à quoi tu penses que ça ressemble, parce que je suis sincèrement curieux. » Il a bougé sur son siège. Maman a des problèmes de santé depuis un moment. Nous essayons d'aider. Léa passait tous les matins pour s'assurer qu'elle mangeait, prenait ses vitamines. Ses vitamines, ai-je répété. Oui. Quelles vitamines ? Il a cligné des yeux. Quoi ? J'ai répété, quelles vitamines ? Elle prend 3 suppléments différents. Lesquels Léa lui donnait elle ? Il a regardé Léa. Léa a regardé ses genoux. Et ça, juste là, cet échange de 3 secondes m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis levé et j'ai dit, je vais vous demander à tous les deux de rentrer chez vous. Pierre. J'ai prononcé son prénom une fois. Doucement, de la manière dont mon propre père prononçait le mien quand j'étais sur le point de faire quelque chose de l'irréparable. Rentrez chez vous. Et on n'y est pas encore. Je me suis assis dans cette salle d'attente avec un gobelet de terrible café d'hôpital, et j'ai fait ce que n'importe quel homme raisonnable qui soupçonne son fils et sa belle-fille d'empoisonner sa femme ferait. J'ai commencé à creuser. J'ai sorti tous les relevés bancaires des 6 derniers mois. Et écoutez, je ne suis pas un expert comptable judiciaire. Je suis un homme de 54 ans qui trouve encore la banque en ligne légèrement suspecte. Mais même moi, je pouvais voir que quelque chose clochait. Il y avait des retraits, des petits au début, 200 € par-ci, 350 € par-là. Le genre de montant qui ne vous hurle pas dessus, il chuchote. Mais quand je les ai additionnés, on arrivait à près de 10 000 € sur 5 mois. Depuis un compte joint que Catherine et moi partagions et auquel Pierre avait un accès limité pour les urgences. 10 000 €. J'ai appelé Chris à 2 h du matin. Il a répondu comme s'il était midi. 10 000, ai-je dit sans même dire bonjour. De quel compte ? Le compte joint du foyer. Des petits retraits. Réguliers. Comme quelqu'un qui savait exactement comment passer sous le radar. Chris est resté silencieux un moment. Puis, Laurent, ce n'est pas impulsif. C'est planifié. C'est quelqu'un qui s'est assis et a réfléchi à la façon de faire ça sans se faire prendre. Mon fils, ai-je dit en me raclant la gorge. Et je vais être honnête avec vous, ces 2 mots m'ont presque brisé, là, dans cette salle d'attente à 2 h du matin. Mon fils s'est assis et a planifié ça. Nous n'en sommes pas encore certains, a dit Chris prudemment. Chris, je le sais, ai-je dit doucement. Je le sais. Le lendemain matin, le docteur Béatrice Nataf m'a trouvé exactement là où elle m'avait laissé, dans cette salle d'attente, ressemblant à un homme qui avait traversé une guerre et qui avait perdu.
Elle s'est assise à côté de moi, ce que les médecins ne font généralement pas, et je l'ai remarqué. Elle a dit, Monsieur Murat. Le bilan complet est revenu. J'ai dit, allez droit au but. Elle a répondu, votre femme présente des niveaux élevés d'un composé cohérent avec l'ingestion à long terme d'un métal lourd spécifique. Les niveaux suggèrent une exposition constante sur une période de plusieurs mois. Ses reins sont soumis à un stress important. Nous avons commencé le traitement, et je veux être clair, nous l'avons pris à temps. Elle a de fortes chances de se rétablir. J'ai fermé les yeux, juste une seconde. Puis j'ai dit, docteur Nataf, si quelqu'un faisait cela délibérément, comment l'administrerait-il? Elle a fait une pause. Puis, très prudemment, elle a déclaré, cela pourrait être introduit dans la nourriture, dans une boisson, dans des compléments alimentaires, en particulier ceux à base de poudre qui se dissolvent facilement et n'ont pas de goût distinct. J'ai entendu la voix de Pierre dans ma tête, Léa passait tous les matins pour s'assurer qu'elle mangeait, prenait ses vitamines. Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol et le docteur Nataf a posé une main sur mon bras. Monsieur Murat. Je dois passer un coup de téléphone, ai-je répondu. J'ai d'abord appelé mon avocate. Puis j'ai appelé la banque et fait bloquer, restructurer et protéger par mot de passe tous les comptes restants avec des codes auxquels seul mon avocate et moi avions accès. J'ai supprimé l'accès d'urgence de Pierre. J'ai supprimé les virements automatiques. J'ai tout supprimé. Dans les 20 minutes qui ont suivi, mon téléphone a commencé à sonner. Pierre, 4 fois. Léa, 2 fois. Puis un texto de Pierre qui disait, « Papa, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi je n'ai plus accès à rien? Rappelle-moi tout de suite. » Tout en majuscule. J'ai fixé ce message pendant un long moment. C'était un jeune homme qui, pas plus tard qu'à Noël dernier, m'avait serré dans ses bras à la porte et m'avait dit que j'étais le meilleur père qu'il aurait pu demander. Je l'avais cru. J'avais rayonné de fierté. J'en avais peut-être même parlé à Chris. J'ai tapé une seule phrase en retour, tu aurais dû y penser avant de toucher à ma femme. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, puis je suis remonté m'asseoir avec Catherine, car elle était la seule chose qui comptait. Elle allait se réveiller. Le docteur Nataf l'avait dit. Et quand elle le ferait, j'allais être le premier visage qu'elle verrait. Mais il y avait autre chose maintenant. Quelque chose de froid et de concentré installé dans ma poitrine, là où se trouvait la peur auparavant, parce que je ne savais toujours pas pourquoi. 10 000 € volés et une femme empoisonnée n'arrivent pas sans raison. Les gens ne font pas quelque chose d'aussi calculé, d'aussi patient, sans avoir une destination en tête. J'avais besoin de découvrir où ils essayaient d'aller. J'ai appelé Chris une fois de plus ce soir-là. Il a répondu immédiatement. Comment va-t-elle? Stable. Sous traitement. Nataf dit qu'elle va s'en sortir. Dieu merci, a-t-il soufflé. Chris, ai-je dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu découvres si Catherine a récemment changé quoi que ce soit. Un testament, une police d'assurance, n'importe quoi avec mon nom ou celui de Pierre dessus. Silence. Laurent, tu penses que c'est pour de l'argent? Je pense, ai-je dit lentement, que mon fils avait suffisamment besoin de 10 000 € pour les prendre sans demander. Et je pense que ce pourquoi il en avait besoin n'était que la compte. Chris a expiré. Je vais passer quelques coups de fil, a-t-il dit. Je ne le savais pas encore. Mais au matin, Chris allait trouver quelque chose qui ferait passer 10 000 € pour de la petite monnaie, et ça allait tout changer. Si vous nous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent d'arriver, ça nous aide vraiment si vous appuyez sur le bouton j'aime et vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui permet à tout ce système de fonctionner. Alors, merci, vraiment. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais je préfère que la mienne soit servie exactement à la bonne température, assez chaude pour piquer, assez précise pour laisser une cicatrice, et livrée avec un sourire qu'ils passeront le reste de leur vie à essayer d'oublier. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la vérité. La vérité n'arrive pas toujours de façon spectaculaire. Elle ne défonce pas toujours la porte, ne renverse pas la table et ne s'annonce pas avec le tonnerre et les éclairs. Parfois, et c'est la partie qui vous attrape vraiment, parfois la vérité se glisse silencieusement par le biais d'un appel téléphonique un jeudi matin par ailleurs banal, pendant que vous buvez un mauvais café d'hôpital et regardez le soleil se lever à travers la fenêtre d'une salle d'attente. C'est comme ça que la mienne est arrivée.
Chris a appelé à 7h14 du matin. Je connais l'heure exacte parce que je fixais l'horloge, suppliant les minutes de passer plus vite pour pouvoir retourner voir comment allait Catherine. Il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit, « Laurent, il faut que tu te prépares. » J'ai posé mon café et j'ai dit, « Dis-moi. » 6 semaines avant que Catherine ne se retrouve dans cette unité de soins intensifs, elle s'était rendue seule chez un notaire spécialisé en droit des successions, sans m'en parler. Ce qui, connaissant Catherine, signifiait qu'elle préparait une surprise quelconque. Catherine était une planificatrice. Anniversaire, fête, Noël. Cette femme pouvait orchestrer une opération militaire autour d'un dîner. Ce qu'elle avait fait, c'était mettre à jour sa police d'assurance vie. Le contrat d'origine désignait Pierre comme bénéficiaire secondaire standard, quelque chose que nous avions mis en place des années auparavant quand il était jeune. Catherine y était allée pour le modifier, pour retirer complètement Pierre et tout rediriger vers un fonds de dotation caritative qu'elle construisait discrètement depuis 2 ans, une fondation pour l'alphabétisation des enfants défavorisés. Quelque chose dont elle ne m'avait jamais parlé parce qu'elle voulait me le présenter comme un projet abouti avant de le faire. C'était tout Catherine. Jamais de demi-mesure. La police valait 2 millions d'euros. Pierre l'avait découvert. Je ne sais pas comment. Et honnêtement, ce détail n'a presque pas d'importance, mais il avait découvert que sa mère était sur le point de l'évincer de 2 millions d'euros. Et au lieu de prendre le téléphone et d'avoir une conversation comme un homme adulte, lui et Léa s'étaient assis et avaient décidé que la réponse la plus raisonnable était de s'assurer que Catherine ne vive pas assez longtemps pour finaliser les papiers. Le notaire avait un délai de traitement de 30 jours. Il restait 30 jours à Catherine sur ce délai quand elle s'est effondrée. 30 jours. Ma femme avait encore 30 jours à vivre dans leur plan. Je suis resté avec cette information pendant un long moment. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je suis resté assis sur cette chaise de salle d'attente en plastique et j'ai laissé tout le poids de la situation s'installer sur ma poitrine comme une pierre. Puis je me suis levé, j'ai lissé ma veste et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas faire de bruit à ce sujet. Je n'allais pas agir de façon brouillonne. Je n'allais pas affronter Pierre dans un couloir d'hôpital et lui donner l'occasion de prendre un avocat à mes frais pour transformer tout ça en un cirque. J'allais être méthodique. J'ai appelé mon avocate, une femme brillante et pragmatique nommée Maître Marguerite Alévi, qui exerçait le droit depuis 30 ans et avait l'énergie de quelqu'un qui appréciait sincèrement de voir les gens faire face aux conséquences de leurs actes. Je lui ai tout raconté. Les retraits, les compléments alimentaires, le contrat d'assurance, le timing, tout. Elle est restée silencieuse pendant exactement 4 secondes. Puis elle a dit, « Laurent, ne touchez à rien dans cette maison. Ne confrontez aucun d'eux. Ne postez rien, ne dites rien et ne laissez rien sous-entendre. Pouvez-vous faire ça ?» « Je peux faire ça, ai-je répondu. « Bien, a-t-elle dit. Parce que je vais m'assurer que quand ça va leur tomber dessus, ça tombera de tout son poids. Aucune faille, aucune porte de sortie. » J'ai dit, « Marguerite, je veux qu'ils ressentent chaque centimètre de tout ça. » Elle a répondu, « Mon cher, quand j'en aurai terminé, ils en ressentiront toute la superficie. » J'ai presque souri. Presque. Les 72 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Catherine allait mieux. Le docteur Nataf était prudemment optimiste. Le traitement fonctionnait. Sa fonction rénale se stabilisait. Et le 2e jour, elle a ouvert les yeux, m'a regardé et a dit dans la version la plus épuisée et la plus graveleuse de sa voix, « Laurent, tu as une mine affreuse. » Et j'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats dans l'unité des soins intensifs. L'infirmière m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Peut-être que c'était le cas. Mais entendre le sarcasme de Catherine, cette marque spécifique de sarcasme aimant et dévastateur que je tenais pour acquis depuis 23 ans, m'a fait l'effet que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et fait redémarrer quelque chose. Je me suis penché en avant et j'ai dit, « Tu es aux soins intensifs et tu critiques mon apparence. » Elle a répondu très faiblement mais très distinctement, « Il faut bien que quelqu'un le fasse. » Je lui ai tenu la main et je ne l'ai pas lâchée pendant très longtemps. Je ne lui ai pas encore tout raconté. Elle devait d'abord guérir. L'entière vérité pouvait attendre. Mais je lui ai dit qu'elle était en sécurité. Je lui ai dit que je savais ce qui s'était passé. Et je lui ai dit que tout était pris en charge. Elle m'a regardé pendant un long moment avec ses yeux perçants qui étaient les siens,
ceux qui avaient toujours lu en moi comme dans un livre ouvert. Et elle a dit, c'était Pierre, n'est-ce pas? Pas une question, une affirmation. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré sa main plus fort. Elle a fermé les yeux et a dit doucement, j'ai toujours su que ce garçon avait mes pires défauts et aucune de mes qualités. Même à moitié consciente sur un lit d'hôpital, Catherine Murat était la femme la plus redoutable que j'ai jamais connue. Le 4e jour, Marguerite m'a appelé avec des nouvelles qui ont décomposé tout mon visage. Chris, que Dieu bénisse cet homme, avait discrètement obtenu les images de vidéosurveillance d'une pharmacie à 2 villes de là. Pierre avait acheté une marque spécifique de compléments alimentaires à 3 reprises distinctes sur 4 mois. Payant toujours en espèces, toujours seul, sauf une fois, la 3e visite, où la caméra extérieure avait filmé Léa attendant dans la voiture. Le complément contenait des traces d'un composé qui, à des doses suffisamment importantes administrées régulièrement au fil du temps, produisait exactement le profil de toxicité que le docteur Nataf avait trouvé dans les analyses de sang de Catherine. Marguerite avait aussi les relevés bancaires. Elle avait une trace numérique des retraits. Elle avait le notaire confirmant la chronologie de la mise à jour de l'assurance. Et les demandes de renseignements ultérieurs de Pierre. Parce que Pierre, dans ce que je ne peux décrire que comme un acte d'audace à couper le souffle, avait carrément appelé l'étude du notaire en se faisant passer pour l'assistant personnel de Catherine afin de s'enquérir du statut des modifications du contrat. Il avait laissé un numéro de rappel, son propre numéro de téléphone portable. Je vous laisse un instant pour assimiler cela. Mon fils, cet homme qui avait planifié une campagne d'empoisonnement de plusieurs mois avec la patience d'un grand maître des échecs, avait appelé le notaire depuis son propre téléphone portable. Quand Chris me l'a dit, j'ai fixé le mur pendant 10 bonnes secondes, puis j'ai dit, Chris, ai-je élevé un génie du crime ou un parfait idiot? Chris a répondu, mon frère, la réponse est, d'une manière ou d'une autre, les deux. Ils sont venus à l'hôpital le 5e jour ensemble, apportant des fleurs et arborant les expressions de 2 personnes qui avaient décidé qu'une offensive de charme était leur meilleure stratégie restante. Pierre est entré le premier, m'a vu debout dans le couloir et a immédiatement déployé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux d'environ 60 km. Il a dit, papa, comment va-t-elle? Nous étions tellement inquiets. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Léa, puis je suis revenu à lui et j'ai dit, elle est réveillée. Elle parle et elle va se rétablir complètement. J'ai regardé quelque chose vaciller dans ses yeux. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était un recalcul très rapide, très bref. Le genre qu'une personne fait quand un plan a échoué et qu'elle doit déterminer ce qui vient ensuite. Léa a dit, c'est une nouvelle tellement merveilleuse, Laurent. La police est en route. J'ai dit ça juste comme ça. Plat, calme. Le même ton que j'utiliserais pour mentionner qu'il devait pleuvoir vendredi. Le visage de Pierre s'est vidé de ses couleurs si vite que c'en était presque médicalement impressionnant. Il a dit, quoi? Maître Marguerite Alévi a tout déposé ce matin, ai-je dit. Les reçus de la pharmacie, les relevés bancaires, l'appel téléphonique au notaire, le rapport de toxicologie du docteur Nataf, tout. Chaque pièce dans un dossier très soigné. Léa a émis un son que je ne peux décrire que comme la contenance d'une personne quittant physiquement son corps. Pierre a dit, papa, juste. Écoute juste une seconde, d'accord? Laisse-moi juste. Parce que je suis, malgré tout, son père. Il n'y a rien que tu puisses me dire en ce moment. Il n'y a pas une phrase dans la langue française qui couvre ça. Donc, j'ai besoin que tu te taises. Il a ouvert la bouche. Je l'ai fermée du regard. Il l'a rouverte. J'ai dit, les fleurs sont jolies, cependant. Catherine les appréciera, venant de quelqu'un d'autre. Ils ont été arrêtés sur le parking de l'hôpital. J'ai regardé par la fenêtre. Marguerite avait chronométré la chose avec la précision d'une femme qui comprenait que les apparences comptent. Il tenait encore les fleurs quand les agents se sont approchés. Pierre a essayé de s'en sortir en parlant, parce que Pierre a toujours cru que sa voix était son outil le plus puissant. Léa est devenue silencieuse d'une manière qui suggérait qu'elle calculait déjà un arrangement pour plaider coupable. Chris est apparu à côté de moi à la fenêtre. Je ne sais même pas quand il est arrivé. Il s'est juste matérialisé comme il le fait toujours quand les choses sont cruciales. Nous sommes restés là, ensemble, à regarder. Il a dit, « Comment tu te sens ?» J'y ai pensé honnêtement et j'ai répondu, comme si j'avais vieilli de 10 ans et 5 jours.
Comme si je voulais dormir pendant un mois. Comme si j'étais simultanément le plus triste que j'ai jamais été et le plus certain que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Puis il a demandé, « Et Catherine ?» J'ai regardé en arrière vers sa chambre, au bout du couloir. À travers la petite fenêtre rectangulaire de sa porte, je pouvais voir sa silhouette dans le lit, les moniteurs, la lumière douce. J'ai dit, Catherine va s'en sortir. Catherine allait toujours s'en sortir. C'est la personne la plus coriace que je connaisse, et elle m'a épousé. Ce qui prouve qu'elle peut survivre à tout. Chris a ri. Un vrai rire. Il a rebondi sur les murs du couloir, et l'espace d'un instant, le poids s'est envolé. 3 mois plus tard, Catherine est rentrée à la maison. Elle a franchi la porte d'entrée de notre maison un samedi matin d'octobre, quand la lumière donne ce reflet doré typique de l'automne. Et elle s'est tenue dans le couloir, regardant autour d'elle comme si elle cataloguait tout ce qu'elle avait failli perdre. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Laurent, la cuisine a besoin d'être repeinte. » J'ai dit, « Absolument pas. Je viens de la peindre il y a 2 ans. » Elle a répondu, « C'est la mauvaise nuance de blanc. » Il n'y a qu'une seule nuance de blanc, Catherine. Ça, dit-elle en pointant le mur avec l'autorité d'une femme qui avait regardé la mort en face et gagné, ce n'est pas blanc. C'est la couleur d'une excuse bureaucratique. J'ai regardé le mur. Je l'ai regardé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé un peintre. Pierre et Léa ont fait face à de lourdes accusations pénales devant les tribunaux. Marguerite Alévi a mené les poursuites en tant que partie civile avec l'énergie de quelqu'un qui avait attendu toute sa carrière une affaire aussi claire. Le procès a duré 11 jours. Le verdict a pris 4 heures aux jurés. Ils ont été lourdement condamnés, à la hauteur de leurs actes. Je ne vous donnerai pas les chiffres exacts, car franchement, quel que soit le nombre d'années que je dirais, ça ne me semblerait pas suffisant. Ce que je vais vous dire, c'est que lorsque le verdict a été rendu, j'étais assis dans cette salle d'audience à côté de Catherine, qui me tenait la main avec une poigne qui aurait pu être en acier. Et quand ce fut fini, elle s'est penchée vers moi et m'a dit très doucement, « Je veux un resto thaï. » J'ai dit, « Là, tout de suite. » Elle a répondu, « Je pense à la nourriture thaïlandaise depuis 3 mois, Laurent, ne me pousse pas à bout. » Alors, nous avons mangé thaï. Chris est venu, Marguerite est venue. Le docteur Béatrice Nataf, que Catherine avait apparemment totalement charmé pendant sa convalescence, est venu. Nous nous sommes assis autour d'une table, nous avons mangé et nous avons ri. Et j'ai regardé ma femme faire de grands gestes en racontant une histoire. Et j'ai pensé, la voilà. Voilà Catherine. J'ai dit au début de cette histoire que j'étais rentré tôt et que je priais Dieu pour que la maison ait été vide. Je retire ce que j'ai dit. Je suis content d'être rentré. Je suis content d'avoir franchi cette porte. Je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu, ressenti ce que j'ai ressenti et agi comme je l'ai fait. Parce que si j'avais atterri un jour plus tard, si cette conférence avait duré comme prévu, si j'étais resté à Strasbourg une nuit de plus, Catherine ne s'en serait pas sortie. Et j'aurais passé le reste de ma vie à ne pas savoir pourquoi. Alors non. Je ne regrette pas que la maison n'ait pas été vide. Je regrette que mon fils n'ait pas été l'homme que je pensais avoir élevé. Mais on ne peut pas contrôler ce que les gens choisissent de devenir dans l'obscurité. On ne peut contrôler que ce que l'on fait quand les lumières s'allument. Je suis rentré chez moi. J'ai allumé les lumières. Et je me suis assuré que chaque personne dans cette maison fasse exactement face à ce qu'elle avait fait, en remettant tout entre les mains de la justice. C'est ça mon rôle. Ça a toujours été mon rôle. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour d'autres histoires réelles, brutes et centrées sur la famille. Et comme toujours, merci de faire partie de cet espace.